Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Mar-Rouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Je m'appelle Catherine. Je suis issue du quartier de... En fait, c'est juste la ligne entre la Mar-Rouge et le Mont-Gaillard. J'ai fait mes études, j'ai été à l'école à Natal France et au collège Descartes pour la suite. Les années collège, c'est excellent. Ouais. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrive à se constituer, donc qu'on arrive à vouloir, à être déterminé. Enfin, on trouve cette détermination. Pour moi, le plus compliqué, c'est à l'adolescence, puisque c'est à ce moment-là qu'on se pose beaucoup de questions, le pourquoi eux, ils ont le droit de faire ça et puis pas nous, pourquoi eux, ils peuvent aller à un tel endroit et pas nous, que ce soit, par exemple, si on parle du collège, nous, notre collège, on ne faisait pas de beaucoup de voyages, alors que d'autres collèges faisaient des voyages un peu partout en Europe. Donc, en fait, c'est ces questions-là qu'on se pose, on dit le pourquoi, ben, c'est normal, nous, on est des pauvres, donc eux, ils sont des riches. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les premières difficultés commencent pour moi, oui. C'est comme ça que je le Comment vois. ça se manifeste, ces premières difficultés? Bah, tout simplement, un exemple par rapport à nos origines, le fait d'être d'origine d'une famille turque, nous n'avions pas le droit de sortir. Alors que nos camarades de l'école, ils sortaient, nos copains, ils avaient le droit de sortir, ils avaient le droit de faire une boum, les anniversaires, les booms, et nous on n'avait pas le droit parce on était des filles, parce que ma mère ne voulait pas et on n'avait pas le droit de sortir. Et ça, à ce moment, ça vous agace, ça vous... Oui, Ouais. et je pense que oui. Et c'est là qu'on dit, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des filles. Comment vous réagissez à ce moment? Bah, en fait, la réaction, c'est la colère intérieure, c'est-à-dire de vivre ça, c'est pas évident, mais c'est de dire, mais comment on peut le solutionner? Et c'est vrai, et là, c'est en toute transparence que je vous explique, enfin, que je vous parle, c'est de dire, mais en Turquie, par exemple, quand je me comparais aux familles turques, mais en Turquie, elles ont le droit, mais pourquoi nous, on n'aura pas le droit? Ou voilà, et c'est de dire, bah, il faut commencer à se battre, en fait, pour avoir ce qu'on veut. C'était qui vos modèles d'ambition quand vous étiez adolescente, si vous en aviez? Bah, les femmes de mes oncles en Turquie. Parce que j'ai une tante, tante qui est greffière au tribunal de grande instance à Ankara, et une autre qui est cadre infirmier. Et elles étaient émancipées. Donc effectivement, c'était elles mon modèle que je suivais. Vous les voyez les vacances C'est ça. ouais. En fait, on partait en vacances tous les 3 ans, tous les 4 ans, enfin quand on pouvait. Et c'est là que je voyais la différence entre ma mère ou notre famille et elle et mes oncles. C'était de dire l'indépendance commence aussi par les finances, par l'argent. Donc une femme indépendante doit gagner son salaire en fait. Face à mon père, parfois j'ai dû faire du rentre dedans, de m'y opposer à ses décisions en disant non, moi je veux ça et puis ça sera ça. Mais ça n'a pas été évident tout le temps, bien sûr. Avec vos parents, justement, ça a été plutôt frontal? Ah non, ça a été très Ça a frontal. été frontal. Ah si, si. Ouais. C'était. C'est quand même. L'autorité, c'est papa. Donc affronter le père, c'était pas évident. Le non pouvait dériver en oui si on insistait, mais il fallait longuement insister. Voilà. C'était quoi, votre combat? Plusieurs choses. Déjà s'affirmer en tant que femme, de dire que nous aussi on peut aller étudier hors de notre ville, parce que c'était un tabou aussi. Et, et le combat a été continuellement jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est le fait d'être une femme, de grandir dans un quartier entre guillemets qui est délaissé, où le taux de chômage est important, où les femmes ne travaillent pas. Effectivement, on disait, bah, moi j'aimerais bien devenir avocate ou j'aimerais bien devenir journaliste. Puis il disait, mais vu les notes ou vu ce que tu ne deviendras jamais, tu vas rester femme au foyer. Non, donc en fait, c'était comme un sujet tabou, ouais. C'était un sujet tabou, donc euh, en fait, on le gardait, c'était notre jardin secret, on le gardait au fond de nous. C'est quoi les ressorts alors? Ben, tout d'abord, ben, au début, on a l'impression qu'on n'est pas pareil,
qu'on est différent des autres. Et ensuite, c'est en parlant, les professeurs jouent un grand rôle, mais un énorme rôle. Il y a des professeurs avec qui j'ai changé énormément après les cours. Euh, et c'est eux qui me donnaient des conseils pour me dire, voilà comment tu dois avancer pour réussir, les clés en fait. Mais c'était quoi les clés? Bah, tout d'abord, par exemple, pour améliorer l'orthographe, bah, lire beaucoup de livres. Ensuite, les magazines, ils me conseillaient les journaux, ou par certains, c'était de, de développer la culture. Et surtout d'utiliser la richesse que moi j'avais, c'est-à-dire la double culture. Le fait que je sois turque, que j'ai cette... En fait, cet inconvénient, j'ai fait en sorte de l'utiliser en tant qu'avantage dans les années suivantes, bien sûr. Parce qu'au collège, on n'y pense pas forcément. C'était plus après à la fac. Est-ce que ça faisait partie de l'éducation familiale? Hormis pour votre frère, est-ce que pour les filles, ça faisait partie de bon, il faudra que tu travailles ou pas du tout? Non, Non. c'était pas il faudrait que tu travailles, mais c'est après, dans notre entourage, ben, peut-être le fait de grandir dans le quartier, c'est de voir les femmes soumises, de voir les femmes qui se font battre. En fait, c'est de voir tout ça parce que on entendait dans les immeubles enfin, quand il y avait des disputes conjugales, etc. Donc c'est peut-être ça qui nous a durcis et dire que non, il faut qu'on travaille. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir sur ce quartier dans lequel vous avez grandi? Dans l'immeuble, c'est un immeuble qui n'existe plus. C'était où? Au 475 avenue du Vaucoq. En fait, c'est un immeuble, maintenant c'est le lycée Jeanne d'Arc. En fait, dans l'immeuble, on était tous une famille. Il y avait tellement une grande solidarité que c'était tous les enfants de cet immeuble-là, on descendait tous en même temps dehors pour jouer ensemble. Pour aller à l'école, quand il y en avait un qui était ennuyé, bah, tout le monde le défendait. En fait, c'était l'esprit de famille, en fait. Enfin, il y a ça qui existait. C'était de dire on pouvait secourir, l'entraide, enfin, des valeurs sûres qui existaient dans ces quartiers-là. Est-ce que vous faisiez d'autres activités sur le quartier? Je sais pas, est-ce que vous alliez dans les salles d'animation municipales, dans un club Non, il y avait le trait d'union qui avait été créé à cette époque, donc beaucoup d'entre nous y allaient. Euh, mais c'était surtout jouer au football en fait. C'était s'unir, jouer au football, même les filles on jouait au football. Enfin, c'était le ballon. Et on était plus jeunes, même au collège. Le jour où on partait pas au champ, pour nous, c'était comme si on n'avait pas mangé, par exemple. C'était important, vous voyez, d'aller au champ au moins une fois dans la journée. Et alors c'était quoi aller au champ? Ça permettait quoi? Bah, de faire un petit tour, de respirer, je pense, de voir du monde, parce que de ne pas être enfermé à la maison, et puis de voir, de papoter, en fait, d'échanger, vous qu'on n'avait pas le droit d'aller beaucoup plus loin. Voilà, il fallait acheter quelque chose. Du pain ou du lait ou quelque chose. Mais voilà, mais acheter, ça pouvait durer 2 3 heures, c'est pas grave, mais on allait acheter quelque chose. Et par rapport aux souvenirs du collège que vous me dites, ce qui m'avait frappé, et c'est avec la ville du Havre. En fait, j'avais ma prof de dessin qui était également prof de danse. Et elle nous avait incité en troisième à faire un spectacle. Elle nous avait inscrit à un spectacle qui était présenté à la ville du Havre en 93 au petit théâtre et on avait préparé une chorégraphie à présenter. Donc pendant quelques jours, on devait aller en stage au collège. Nous, les élèves de Descartes, devaient aller au collège Raoul Dufy pour faire nos répétitions. Et, lorsque nous sommes montés à la cantine, puisque la cantine se trouvait au dernier étage à Raoul Dufy, et des élèves de Raoul Dufy qui ont dit « Oh, c'est des élèves de la ville haute qui sont là ». Du coup, ça nous avait vexés. Et on était un groupe de mémoire 6-7, enfin on était quand même un petit groupe. Et ben, du coup, on a tout fait pour montrer qu'on était les élèves de la ville haute, ouais. Et puis voilà, et puis ils nous avaient dit qu'on était sales, et puis qu'on était... Mais c'était d'une méchanceté. Mais là, on voyait la différence, vous voyez, c'était flagrant, et c'était en troisième. Et ça, cette différence, sinon vous n'y étiez pas trop confrontés? Ben non, parce qu'on est tout le temps ensemble. Après, on entend quand on va chez des amis de famille, ils disent bah, mon fils, bon,
va au Canada, l'autre il dit bah, mon fils va à Londres. On entendait, mais la différence à ce point-là, non, on n'était jamais confrontés. Parce qu'on reste toujours entre nous en fait. Si vous deviez, si vous étiez collégienne aujourd'hui, est-ce que vous feriez certaines choses différemment? Sûrement, sûrement. Déjà l'histoire de Raoul Diffus, bah, j'aurais réagi différemment. C'est-à-dire Bah, on n'aurait pas fait parce qu'on a quand même mangé avec les mains. Enfin, vous voyez, on s'est fait tellement insulter sur le coup que on a mangé avec les mains. En fait, c'était non, j'aurais réagi autrement. c'est de la provocation. Bah oui. En fait, je pense que me connaissant aujourd'hui, ce sera plus où j'aurais valorisé, super valorisé le collège Descartes pour dire mais vous voyez, c'est ça nous Descartes, on est. Enfin, j'aurais réagi différemment, oui. Et Et après, moi, mes années collège, c'était tellement bien, en fait, c'était... Mais ça m'a marqué, hein, à vie. Vous n'alliez pas en ville basse pour du coup vous balader, les magasins, tout ça, non? Maintenant, c'était interdit. C'est interdit. Ça, c'est à partir de quel âge que vous prenez le tram ou le bus pour descendre? Le bus dans le temps, donc c'était le lycée à Porte-Océane. D'accord. Donc le 7 partait d'ici, donc il y avait... voilà, et c'était en plein centre-ville. Donc oui, là, ça commençait, enfin, l'émancipation, si je peux appeler ça comme ça, commençait petit à petit. C'est-à-dire j'avais le droit d'aller prendre un café avec une copine. Mais c'est génial. Du coup, on a envie que le lycée soit ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Et tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous découvrez ou ouais, qui vous font plaisir ou... Mais d'aller au Quick, en centre-ville, au Quick. En fait, des choses basiques, te dire, mais ça, je peux me l'acheter moi-même. J'ai pas besoin d'être avec ma mère ou mon père. Non, mais c'est énorme comme sentiment. Donc, je fais seconde générale jusqu'à la terminale. Donc, j'ai mon bac. Après, j'ai Un bac continué. Bac ES. Je voulais devenir journaliste. Et on envoie notre dossier à Tours parce que c'est la seule école de journalisme qui existait dans le temps. Je ne sais pas si maintenant il y en a d'autres. Et mon père n'a pas voulu. Donc comme il n'a pas voulu, parce que j'étais une fille, parce qu'une fille ne pouvait pas rester seule dans une autre ville. Et c'est pour ça que du coup je me suis retrouvée en sciences humaines et sociales. Bon, c'est pas parce que je le voulais, hein. Après j'ai eu mon deuil. Non, le niveau doc, parce que je ne l'ai pas passé, j'avais trouvé du travail donc, dans l'import-export dans une entreprise franco-turque. Donc du coup, j'ai arrêté les études et quand j'ai eu l'opportunité une proposition, une entreprise de Paris qui cherchait quelqu'un de francophone entre la Turquie et Paris, je me suis dit oui, c'est ça qu'il me faut. Donc du coup, j'ai travaillé quelques années en relation avec Paris et une entreprise à Istanbul. Je suis restée 3 ans à peu près. Suite à un accident, j'ai dû revenir au Havre et tout recommencer à zéro. Je retourne chez mes parents qui habitent juste en face de Auchan, donc au Mont-Gaillard. Et du coup, on commence à louer un appartement. Moi, il fallait que je commence à retravailler. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital, au groupe hospitalier du Havre, dans le secrétariat social. Et puis ensuite, j'ai trouvé un travail en centre d'appel CACOM, chez CACOM. Et en tant que chargée de clientèle, à mi-temps, parce qu'entre-temps, j'ai eu des enfants. Et petit à petit, donc en étant chargée de clientèle, je répondais au téléphone, hein. Et petit à petit, j'ai fait de la communication interne. De toute façon, c'était la base aussi de mes études. Puis ensuite, j'ai été nommée assistante projet pour passer un label, le Great Place to Work. En l'ayant obtenu, j'étais passée chef de projet. En fait, ça s'est fait, enfin là c'est tellement rapide, mais ça s'est fait sur plusieurs années. Et, en étant dedans, le social commençait à m'intéresser énormément. Le social, c'était de communiquer, d'être à l'écoute des gens, mais également de pouvoir solutionner. C'est-à-dire que quand on est dans la communication, les gens viennent nous voir, notamment ceux qui ont des problèmes qui viennent nous voir. Et en mettant en place des ateliers de bien-être et vous savez, des moments de rencontre, de dialogue, etc. C'est à ce moment-là qu'on avait beaucoup d'échanges. Donc à ce moment-là,
ce côté-là m'attirait énormément. J'ai décidé de passer ma licence droit social. euh, et donc j'avais décidé avec ma licence que j'ai obtenue. Et j'ai quitté CACOM au mois de mars et je suis rentrée ici en tant que responsable ressources humaines. Donc là, ah oui, c'est tout neuf en fait. Ici c'est tout neuf. D'accord, ok. C'était plus qu'une VAE en fait. C'est la validation des acquis d'expérience. En fait, c'est par rapport aux expériences qu'on a pu avoir, on peut tenter d'avoir le diplôme qui correspond. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis interprète assermentée. Donc je travaille énormément avec les tribunaux, enfin les services de l'État. Donc ce qui fait que je suis toujours confrontée au droit. Voilà. Donc en justifiant de mes années d'expérience, j'ai pu m'inscrire, c'est l'université de Reims m'a accepté pour passer ma licence, ma VAE, ma validation des acquis en droit social. Et du coup, vous avez une licence de droit social. Voilà. D'accord. Et là, je prépare mon master. J'ai 44 ans. Et après, vous arrêtez les études? Après, on verra. On verra, mais je trouve que c'est tellement intéressant d'apprendre, en fait, d'évoluer. En fait, on se autocultive après. On se autodéveloppe parce que personne n'est là pour nous dire ou nous apprendre. C'est à nous-mêmes de faire en sorte d'apprendre. Et il faut tout le temps relever des challenges, les défis. Donc, le moyen de sortir de la maison ou de dire qu'on pouvait partir, c'était les études. Donc en fait, la clé de la liberté, ou le minimum de liberté qu'on avait, c'était les études. Donc il fallait étudier. Et après, effectivement, l'apprentissage, c'est nous-mêmes qui faisons. Est-ce que après j'étais une dingue des études? Non, pas à 20 ans, non, ça sera mentir. À 20 ans, 25 ans, on pense à autre chose, en fait, on est dans un autre monde. Mais les études étaient là aussi pour nous pousser, pour dire... Et au collège, vous étiez bon élève? J'ai lu les appréciations, parce que j'ai encore les appréciations de troisième. Il semblerait que je sois une fille charmante, mais râleuse. Au début, enfant avec difficulté. 6e et 5e, difficulté, énormément de difficultés. Et je vous dis, le déclic commence à venir vers la 4e. Et effectivement, là, même si j'étais une petite râleuse, c'est-à-dire un peu caïde, mais les notes suivaient, c'est-à-dire j'étais une bonne élève en fait. Et donc c'est ce qu'il me disait tout le temps, il ne me punissait pas parce que j'étais une bonne élève, donc s'il fallait représenter le collège, en général j'étais nommée. Parce qu'en 6e, 5e, j'ai eu énormément de mal. Peut-être j'ai redoublé ma 5e, c'est peut-être ça aussi qui a fait, parce que j'ai redoublé ma 5e. En fait, rien n'est perdu. C'est pas parce que on n'y arrive pas en 6e, 5e, parce que c'est tout nouveau. C'est aussi la période de l'adolescence, donc ça peut être dur, mais c'est pas ça qui doit arrêter. Il faut trouver le déclic et puis il faut aller de l'avant. Et vous, le déclic, ça a été quoi alors? En fait, je pense que c'était l'inégalité en fait qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Et au moment où je crois que c'était en 3e ou en seconde. Au moment où vous dites qu'est-ce qu'on fait, j'avais appelé mon père pour dire que je voulais arrêter l'école. Je l'avais appelé au téléphone parce que par peur de lui parler. Et en fait, il fallait qu'on se débrouille tout seul. C'était pas évident de retrouver des ressources en fait. Justement, comment faites-vous? C'est que vous? C'est vos sœurs? Après, oui, voilà, c'est plus les sœurs, les copines proches qu'on peut dire, mais c'est plus les frères et les sœurs parce quoi qu'on en fasse, on vivait tous la même chose. Hormis mon frère, on peut le mettre un peu de côté. Je voulais être journaliste depuis le collège. Et on me disait déjà, c'était soit avocate, soit journaliste en fait. Parce que pour moi, la journaliste pouvait aller partout dans le monde pour faire des reportages, pour communiquer. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore écrire, j'adore communiquer. Qu'est-ce que vous aimez dans l'écriture? Retracer. Je pense que c'est vraiment faire passer des émotions. Parce que tout le monde peut écrire, tout le monde peut parler. Mais je pense que l'essentiel, si on veut vraiment toucher les jeunes ou les personnes ou le public qui est cerné, en fait, il faut vraiment qu'on puisse passer le message, c'est passer les émotions. Il y a des enseignants qui vous ont marqué? Oui. Des enseignants au collège, notamment ceux qui m'ont soutenue.
mon prof d'allemand, mon prof d'histoire et ma prof de dessin, avec qui on a participé au concours. Monsieur Pasteur pour mon prof d'allemand. Alors pourquoi lui était marquant? Parce que lui, je l'ai eu depuis la sixième, mais il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Quand il fallait parler, il restait 5-10 minutes et puis il discutait avec moi. En fait, c'est avec lui que j'ai fait 2 voyages scolaires, enfin pas avec lui, enfin notre classe. Vu que je faisais de l'allemand, on est parti en Autriche et en Allemagne. Donc je pense que c'était le prof j'avais l'impression qu'il me comprenait le mieux. Ça c'est le prof d'allemand, prof d'histoire géo. Il était trop mignon. Et Monsieur Sanchez, il s'appelait toujours Monsieur Sanchez, je pense, Philippe. Et au lycée, du coup, ouais, vous disiez, vous avez aussi des enseignants qui vous ont marqué? Oui, il s'appelait Monsieur Gautran. En fait, un jour, j'ai eu la malchance, c'était en seconde, parce qu'en seconde, c'est pas évident. En première aussi, mais je trouvais que la seconde était très dure. Et un jour, il fallait que je réponde quelque chose, et puis je disais, c'est normal, je suis turque, je ne sais pas. Et il m'a dit, déjà, si tu savais bien parler le turc, aujourd'hui, tu parlerais bien le français. Et ça m'a marqué. Et puis, c'est lui qui disait, donc, qui m'a donné des conseils pour évoluer. Effectivement, aujourd'hui, en orthographe, je m'en sors pas trop mal, très bien. Mais en fait, ça a été le déclic en disant, mais il a raison. Enfin, moi, je me cache, vous savez, c'est comme les gens, on est face à du racisme. Non, non, il avait raison. Moi, j'ai voulu me cacher derrière un prétexte en disant, c'est normal, je suis turque, donc je ne sais pas. Il m'a dit, ben non, si tu savais bien parler le turc, ben, tu parlerais bien le français. Il avait raison. Ok. Je voudrais qu'on parle de la question du réseau professionnel. Du réseau, d'ailleurs professionnel ou même un peu avant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été marquant dans votre... C'est-à-dire le fait de rencontrer des gens, et qui fait qu'on rencontre des gens, et puis qui fait que vous arrivez là où vous êtes? En fait, ma vie, entre guillemets, a changé suite à ma rencontre, et c'est lui qui a joué un rôle, je veux dire, primordial. C'est Monsieur Miller, qui est le directeur de CIACOM actuellement. En fait, Guillaume Miller a eu confiance en moi parce qu'il m'a nommé, c'est lui qui m'a nommé assistante projet. Et quand il fallait représenter, par exemple, je suis partie à Bercy, à première université du féminisme, j'ai rencontré Marlène Schiappa en représentant CEACOM, mais tout ça fait que c'est grâce à Monsieur Miller. En fait, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de pouvoir me développer, évoluer, donc de constituer un réseau, en fait. Et effectivement, lui, il défend beaucoup les causes citoyennes, donc la cause de la femme, il la porte, parce que pour les violences faites aux femmes, le 25 novembre, j'ai pu faire un clip avec les salariés, les femmes de CEACOM. Après, on a fait un lâcher de colombe l'année suivante, on a fait un colloque. En fait, tout ça, c'était dans le but d'informer les jeunes femmes qui travaillent dans des centres d'appel. Pour moi, et c'est pour ça que je vous parlais du social tout à l'heure, euh, pour moi, les gens qui vont au travail avec boule au ventre, ça ne doit pas exister. Les gens qui ne sont pas bien au travail, ça ne devrait pas exister aujourd'hui. Enfin, les employeurs qui mettent volontairement la pression sur des salariés, ça ne devrait pas exister non plus. Et c'était tout ce travail-là, même si le mot bien-être, ça paraît pas très évident avec le monde du travail. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait un mal-être en tout cas. Vous m'avez dit à 2 ou 3 reprises avoir été interprète, enfin être Oui, interprète, je le suis toujours. voilà. C'est comment, pourquoi, à quel moment? Voilà, le déclic, c'est pour ça que au début de notre conversation, c'était de dire, à l'adolescence, on voit que les côtés négatifs d'être turc. En fait, c'est ça. Et à un moment donné, donc, en fait, la police, quand ils recherchent, ils avaient appelé la fac pour dire est-ce qu'il y a un interprète. Et le doyen qui m'aimait bien, enfin, avec qui j'avais de bonnes relations, m'a demandé d'y aller au tribunal pour être interprète. Et là, encore une fois, c'était de dire il est 18 h, je ne suis pas rentrée à la maison, j'ai le droit de rester parce que je travaille. Et puis quand j'avais dit à ma mère, moi je suis au tribunal, ne t'inquiète pas, voilà et tout, elle m'a dit non, il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de problème. Et pareil, donc encore une fois, on aide les gens qui sont en détresse,
on sert l'État parce que ben, l'État, il faut bien y contribuer. Euh, et, et nous, par rapport à moi, c'était de dire, voilà, je gagne de l'argent en étant interprète. Et ça, vous continuez aujourd'hui? Oui, en fait, je suis inscrite sur la liste des experts judiciaires, interprète à l'oral et traductrice à l'écrit, ça m'arrive aussi. Est-ce que vous pouvez me parler de votre métier aujourd'hui? En fait, je suis arrivée chez Profit Center au mois d'août. Donc, ben, c'est une supérette, c'est un petit supermarché ici. C'est un petit supermarché, mais qui propose également des produits de Moyen-Orient. Donc, des produits orientaux, pardon. Donc, vous avez de toutes sortes de produits, que ce soit turc, arabe ou il y a asiatique, et vous avez la boucherie et les fruits et légumes. Donc, ces entreprises sont tenues par des personnes, par trois frères et un beau-frère, ils sont quatre, qui ont grandi au bois de Bléville en fait. Donc c'est des personnes qui sont issues de quartier. Et donc c'est une entreprise qui se développe. Qui continue de se développer et qu'on a pour ambition. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est des jeunes qui ont grandi dans le quartier et qui ont pour ambition de faire développer, de créer des emplois aussi. Et quand j'ai fait mon entretien, parce que j'en ai passé 3 aussi avec eux, c'est l'ambition qu'ils ont, c'est d'aller de l'avant en fait. C'est pas de reculer, c'est pas de dire bon on a gagné, ça suffit, on a un petit magasin, on reste. Non, c'est d'aller de l'avant en fait. Et je pense que l'objectif aussi c'est de se démarquer. Et aujourd'hui, donc je suis missionnée pour être responsable ressources humaines. Et le plus important pour moi, parce que il y a la Main Rouge, le deuxième magasin se trouve au quartier de là, donc un autre quartier sensible. C'est de pouvoir dire qu'on puisse réintégrer des jeunes. Donc on a beaucoup de demandes de stage ici, des CV qui nous sont amenés, des femmes voilées. Et je pense que les femmes qui travaillent, elles sont beaucoup essentiellement ou majoritairement issues du quartier. Donc, c'est peut-être une assurance pour eux aussi. Au total, on est à peu près une soixantaine. D'accord. C'est ça qui vous a attiré pour rejoindre l'équipe? Oui. En fait, c'est de dire que c'est cette ambition-là, en fait. C'est pas trouver du travail pour aller dans un bureau et travailler, ça m'intéressait pas, en fait. C'était de dire, il faut être utile. Donc, on revient toujours à la même chose. C'est de dire, on est utile. Et moi, là, je me sens utile parce que j'aide les jeunes en insertion. Je mets des choses en place pour les salariés. Et les tabous qui peuvent exister, on essaie de les enlever, en fait. Et tout ça font que... Et je pense qu'on a un grand apport pour le Havre. En fait, si on pense vraiment au niveau local, c'est de dire, voilà, au Havre, on peut se démarquer par nos commerces, par nos magasins et par nos ressources humaines. Mais je pense que j'ai toujours eu de l'ambition. En fait, quand on comprend qu'il faut se battre, c'est là que les ambitions naissent et on y va en fait. C'est de dire, de trouver les solutions et de savoir comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs. Donc l'ambition a toujours été là. Et je pense que le déclenchement d'ambition, en fait, la détermination est venue vraiment avec Monsieur Millet. Même si, en fait, je pense que j'en avais déjà. Et c'était de dire qu'on peut faire beaucoup de choses en étant dans le monde du travail. En fait, on a toujours quelqu'un qui nous pousse. En fait, même si tout à l'heure, moi, je vous ai dit que voilà, c'était frontal avec mon père. Mais si mon père ne m'avait pas permis, j'aurais jamais pu aller en Turquie. S'il m'avait dit non, non définitif, c'était même pas la peine. Puis ensuite, j'ai eu le soutien de mon frère. Et aujourd'hui, j'ai le soutien de mon mari. Et le fait de pouvoir avancer, d'avoir des ressorts, c'est de là aussi, en fait. C'est de dire que d'avoir confiance en soi, d'un côté, et d'un autre côté, de dire qu'on a toujours des personnes sur qui on peut compter. Et est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui étaient avec vous en classe? Est-ce que, au collège, hein, je parle. Est-ce que, voilà, vous m'avez parlé d'amis qui étaient cadres infirmières. Oui. Dans mes anciens, en fait, le fait de grandir à la Main Rouge, bon, c'est toujours les mêmes qui restent. En fait, les familles sont ancrées. Aujourd'hui, l'exemple que je peux donner également de l'école primaire et du collège, mais notamment l'école primaire, c'est Majid Nassa, Émergence, le boxeur.
qui est 4e adjoint au maire. Donc, en fait, on peut réussir. Votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? Mon rêve, c'est que... Mon rêve personnel à moi, bah, c'est de faire passer de la transmission, en fait, de cette politique. C'est de dire aux gens, quand vous allez travailler, soyez heureux, en fait. En fait, mon rêve, c'est de réussir, je pense. En fait, il y a toujours cette ambition, le master, la réussite, et de servir d'exemple, parce que mes garçons, en fait, mon fils, ils étaient tellement contents quand je suis passée chef de projet. C'est aussi une fierté pour eux de voir leur maman réussir. Et j'espère que mes garçons vont valoriser l'égalité des femmes. Et si vous deviez donner aujourd'hui un conseil à des collégiens, collégiennes, qu'est-ce que vous leur diriez? Et à leur famille? Ah, leur famille, c'est surtout la famille. Il faut toujours soutenir les enfants. Les enfants doivent réussir. Parce que l'éducation vient des parents, pas des professeurs. Et quand on a souvent des parents qui disent oh, bah, de toute façon, arrête d'étudier, tu ne deviendras jamais rien. Ou déjà, avec la négation, on n'ira pas loin. Donc, il faut soutenir les enfants. Il faut leur apprendre que l'école n'est pas une punition, mais un lieu de vie, en fait. Il faut leur faire aimer tout ça. Aujourd'hui, les collégiens, moi, je leur dirais ne baissez pas les bras. Battez-vous jusqu'à obtenir satisfaction. En fait, à partir du moment où vous êtes satisfait, vous êtes heureux, bah, votre entourage, vous allez les rendre heureux. Je pense que tout le monde rêve, tout le monde, c'est obligé. C'est comme à Noël, on espère tous avoir un cadeau. Donc c'est pareil, les rêves, c'est important. Et puis il faut courir derrière ces rêves-là. Et quoi qu'il arrive, il faut se battre pour les réaliser, en fait. Puisque tout est possible dans la vie. Vous avez réalisé vos rêves? Une partie. J'ai encore le master. Mais oui, en fait, le fait d'être une femme indépendante, d'avoir le permis d'être une femme indépendante, de ne pas avoir donné à me justifier à mon mari, oui, je pense que j'ai réalisé le plus grand rêve. C'était de dire, voilà, une femme est indépendante, elle est libre et elle peut être égale à un homme.